Alors moi, je suis Jean-Loup Berthaud, chercheur émérite au LATMOS. Et en fait, je suis dans le LATMOS, mais le LATMOS, c'est un laboratoire récent, mais qui a été bâti par la fusion de deux laboratoires, le service d'aéronomie et le CETP. Donc moi, je viens du service d'aéronomie et donc tout ce que je vais dire du passé concerne le service d'aéronomie. Alors moi, j'ai fait l'école polytechnique et quand j'étais en dernière année, c'est-à-dire la deuxième année, je ne savais pas du tout quoi faire. J'hésitais entre deux métiers, pilote de chasse ou alors faire de la recherche dans un domaine totalement non identifié. Et puis en fait, un jour est arrivé à l'école polytechnique un personnage, le professeur Jacques Blamont, qui était le directeur scientifique du CNES, et avec aussi le général Aubinière, qui était lui le directeur général. Et ils sont venus faire ce qu'on appelait un amphirotape, c'est-à-dire présenter les activités. Et là, ils ont séduit beaucoup de jeunes polytechniciens, dont moi. Et moi, j'avais été dans mon enfance, mon adolescence, un fanatique de science-fiction. Et alors tout d'un coup, là, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de mélanger la science-fiction avec la recherche. Et là, donc, j'ai plus hésité du tout. Je me suis embarqué avec Jacques Blamont pour commencer une thèse de doctorat d'État. Alors, en fait, il a commencé par m'envoyer à la fac, parce qu'il fallait quand même que je passe les diplômes pour être habilité à commencer une thèse. Et puis, dès que j'avais terminé, au bout d'un an, il m'a proposé de travailler sur un projet spatial qui s'appelait Ogo 5. Alors, il avait proposé une expérience sur un satellite américain de la NASA. Et l'idée, c'était de construire un instrument qui observait l'extérieur de l'atmosphère de la Terre, ce qu'on appelle la géocouronne, c'est-à-dire une atmosphère d'hydrogène atomique qu'on venait à peine de découvrir et qu'on pouvait essayer de détecter de l'extérieur parce que cet hydrogène atomique a la particularité d'être éclairé par le Soleil et de réémettre à une longueur d'onde ultraviolette, à la fameuse longueur d'onde Lyman alpha, de la lumière. Donc, si on avait un appareil sensible à Lyman alpha, on pouvait faire une espèce de cartographie, une image en fait, de la boule d'hydrogène qui entoure la Terre et qu'on appelle l'exosphère ou la géocouronne. Donc j'ai travaillé d'abord 4 ans à faire des manips, à construire cette expérience avec une équipe technique. Et moi, je faisais surtout les mesures de laboratoire. Donc j'ai fait de l'expérimentation pendant 4 ans. Puis après ça, il y a eu le lancement. Alors ça a été un moment assez émouvant parce que j'étais au Cap Kennedy, on n'était pas très loin du lieu de lancement. Et j'ai cru que ça allait tomber dans la flotte parce que en fait, la fusée s'élève, et puis hop, tout d'un coup, on s'aperçoit elle part comme ça. Je croyais qu'elle allait retomber dans l'eau. En fait, non, elle était sur sa trajectoire normale parce qu'il faut qu'à un moment qu'elle s'incline à l'horizontale. Je passe les détails, mais après ça, assez rapidement, une fois qu'on a bien dépouillé les données, Jacques Blamont, mon directeur de thèse, m'a confié la responsabilité d'un satellite complet qui s'appelait D2A polaire. Et là, j'ai eu moins de chance parce qu'en fait, le satellite, lui, cette fois-ci, qui avait été lancé par une fusée française, lui, il tombait dans la flotte depuis Kourou. Mais à part ça, j'ai fait beaucoup d'expériences spatiales. À partir de la première expérience qui avait vu non seulement la géocouronne, mais d'autres phénomènes, comme par exemple un flot d'hydrogène qui traverse le système solaire, qu'on a découvert, qu'on a appelé le vent interstellaire. Ça, c'est vraiment cette expérience sur laquelle j'ai travaillé qui nous a permis, Jacques Blamont et moi-même, de mettre en évidence ce phénomène. Et de là, disons, on a fait beaucoup d'autres choses différentes. En particulier, on avait pu découvrir avec cette expérience Ogo 5 l'émission des nuages d'hydrogène autour des comètes. Et c'est pour ça que tout d'un coup, complètement par hasard, disons, on a pu se brancher sur la physique des comètes à l'occasion de l'arrivée d'une comète absolument fantastique qui s'est appelée la comète Bennett en 1969. À ce moment-là, disons, on ne savait pas très bien ce que c'était des comètes, mais il y avait en gros 2 hypothèses. L'une de Littleton qui disait que les comètes c'était un réassemblage auprès du péricentre de la comète de petits grains épars, et tandis qu'il y avait un scientifique américain, Fred Whipple, qui disait non, il y a un noyau solide, on ne le voit pas parce qu'il est trop petit, mais il y a des tas de preuves indirectes qui disent qu'il y a un noyau solide. Et ce noyau solide doit être composé à la fois de glace, d'eau et de poussière. Et alors effectivement, il y avait notamment un Allemand, Biermann, qui disait « Ah mais oui, il y a un noyau solide, mais il est composé de matière organique
Et cette matière organique, ça doit être des hydrocarbures. Donc il doit y avoir un nuage d'hydrogène qui est dû aux hydrocarbures. Mais en fait, il a demandé à son élève Keller de démontrer que c'était un nuage d'hydrocarbures. Et nous, on est arrivés avec la preuve que c'était de la glace d'eau. Parce qu'en même temps qu'on voyait cette émission Lyman alpha qui donnait beaucoup d'hydrogène, il y avait des spectromètres au sol qui pouvaient mesurer une autre molécule, un autre radical, c'est OH. Alors si vous avez beaucoup de H et beaucoup de OH, c'est pas très difficile de penser que tout ça, ça vient de H2O qui est photodissocié par le Soleil. Donc on a démontré, premièrement, qu'il y avait une énorme enveloppe d'hydrogène autour des comètes, et deuxièmement, que ça provenait de la sublimation de la glace qui venait du noyau. Alors que la première partie de ma carrière était très orientée, disons, avec une coopération avec les Américains, et il y a eu un moment où les Américains ont été moins généreux qu'avant, c'est-à-dire qu'ils acceptaient moins facilement que des Français ou d'autres étrangers mettent des expériences sur leurs satellites. On a néanmoins participé à la mission Voyager, qui a été une mission fantastique, et je travaille encore sur les données de Voyager, qui est sortie de l'héliosphère, c'est-à-dire sortie de l'environnement gazeux du Soleil, il y a seulement 3 ans. Et donc, dans cette première partie, travailler avec les Américains, et puis en même temps travailler avec les Russes. Depuis fort longtemps, depuis les années 70 déjà, il y avait des projets avec les Russes. Et ces projets avec les Russes, ils ont été très importants pour nous au moment où la comète de Halley est revenue, en 1985-86, parce qu'il y a une double mission qui s'appelait la mission Vega, où on est passé près de Vénus. Ce sont une mission russe, mais ouverte à la coopération internationale. Là, on a lancé dans Vénus des sondes de descente, dans lesquelles j'avais un instrument pour mesurer le dioxyde de soufre tout le long de la trajectoire, juste de descente. Et puis, après ça, on allait à la rencontre de la comète de Halley. Très difficile, puisque la vitesse de rencontre est de 70 km par seconde. Donc, c'est très difficile de prendre des photos. Mais enfin, j'ai participé à toutes ces aventures sur la mission qui s'appelait Vega. Et donc ça, c'était le pôle russe. Après ça, il y a eu une autre mission avec les Russes qui devait être faite sur le même thème, coopération internationale, qui s'appelait Mars 96. Et Mars 96, malheureusement, a échoué au lancement. Le lancement par les Russes, ça a échoué. Et c'était un peu après la perestroïka, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, l'effondrement un peu de l'Union soviétique. Est-ce que c'est lié? Bon, bref. En tout cas, il y a eu un échec violent. En France, on avait beaucoup investi sur cette mission Mars 96. Par contre, du côté européen, il n'y avait rien du tout. Alors, on a pu convaincre les Européens que si l'Europe était absente sur l'exploration planétaire, c'était très embêtant. Et en fait, il y a Marcello Corradini et Roger Maurice Bonnet, à l'Agence spatiale européenne, qui ont réussi à implanter des petites missions rapides. La première, ça a été Mars Express. Et la deuxième, ça a été Vénus Express, sur lequel nous, on a pu replacer notre instrument qu'on avait mis sur Mars 96, sauf qu'au lieu de peser 40 kg, il faisait 4 kg. Donc, on avait beaucoup miniaturisé. J'ai fait ces expériences avec l'apport de certains Russes qui étaient restés en Russie. Il y en a beaucoup de scientifiques russes qui sont partis aux États-Unis, en Angleterre, etc. Certains sont restés. Et justement, ce sont les collègues, notamment Oleg Korablev, avec qui je travaille depuis fort longtemps et avec qui on continue à travailler. Moi, j'en retire quelque chose et je pense que ce quelque chose doit être partagé par le public. Alors d'abord, de toute façon, moi je suis très content d'avoir participé à l'exploration du système solaire parce que cette exploration spatiale du système solaire, ça se fait une seule fois dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on le fait, c'est unique. Donc on peut être très content d'avoir participé à ça. Mais aussi on retire de cette exploration du système solaire vraiment l'idée fondamentale que dans le système solaire, il n'y a qu'une seule planète habitable, vraiment, c'est la Terre. Bon, et alors après ça, quand on va un petit peu plus loin et qu'on voit, disons, les études de l'atmosphère, la pollution depuis l'extérieur, le climat qui est en train de changer à cause du CO2, vraiment, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir de l'humanité. L'Atmos contribue beaucoup au sein de ce groupe de laboratoires qui a été constitué par Gérard Mégy, notre regretté Gérard Mégy, qui a voulu qu'ensemble, plusieurs laboratoires, 6 laboratoires qui font une fédération pour, disons, les études de l'atmosphère et du climat. Nous sommes très en pointe sur les études du climat et c'est une thématique scientifique qui intéresse tout le monde. Alors le mot intéressé, c'est évidemment, ça a de l'intérêt, mais en plus de ça, ça va avoir de l'impact sur la vie, sur les générations futures. Et il faut absolument tuer l'idée
que si on bousille notre planète, on pourra aller sur notre planète, ça n'est pas vrai, c'est complètement faux. Et moi je le sais profondément, mais ça devrait être évident pour tout le monde, mais ça n'est pas tout à fait évident pour tout le monde. Et donc on n'a qu'une seule planète, Carl Sagan le disait déjà, hein, et on n'a qu'une seule planète, il faut faire attention, il faut bien la gérer. J'ai dit effectivement que moi j'étais très content d'avoir participé à cette historique exploration numéro 1 du système solaire. Il y a eu aussi une autre révolution fantastique dans ma vie à laquelle j'ai un peu participé, c'est la découverte des exoplanètes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au futur, pas si lointain, où on arrivera à trouver s'il y a de la vie sur ces planètes. Ça me paraît un axe de recherche numéro 1, fondamental. Et naturellement, s'il y a de la vie intelligente. C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Bon, jusqu'à présent, c'était une question philosophique. Mais maintenant, c'est une question concrète, parce qu'on peut réellement caractériser, d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, la présence de vie, par exemple d'oxygène moléculaire, de méthane dans les atmosphères des planètes, et peut-être des signaux extraterrestres.